Ce matin-là, assis dans mon coin habituel du café, la pluie dessinait des rivières sur la vitre, et je pensais, avec une étrange certitude, que rien d'important n'allait arriver. J'avais mon ordinateur ouvert, des chiffres qui me racontaient des trajectoires, des billets soigneusement rangés dans des comptes, des réunions à venir, et une coiffure qui ne bougeait pas sous le parapluie. On m'a souvent appelé le millionnaire du quartier, parfois en plaisantant, parfois avec une admiration polie. Ce matin-là, le sobriquet m'allait comme un vêtement trop grand, confortable, mais vide de chaleur. J'étais plongé dans une de ces listes interminables quand une petite silhouette s'est posée à ma table comme une note inattendue. Elle tenait un lapin en peluche dont la couture du cou menaçait de céder. Les oreilles étaient recousues maladroitement, l'un des yeux pendait comme s'il regardait ailleurs, et un ruban rose effiloché faisait une promesse de fête passée. La fillette avait les joues mouillées, pas tout à fait de pluie, et ses yeux, eux, ne semblaient pas vouloir fuir. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et, avec la détermination innocente de ceux qui ne connaissent pas encore la peur de déranger, elle a demandé « Pouvez-vous réparer mon jouet ?» C'était une question simple et massive à la fois, comme un coup de vent qui soulève tout un pan de ma vie et tire à la lumière des choses que je croyais enfouies. Je me souviens avoir ri intérieurement, réduit à l'absurdité de mon propre monde. Qu'est-ce qu'un millionnaire ferait devant un lapin déchiré? Offrir un fil d'or? Commander une restauration professionnelle? Mais la question ne s'adressait pas à ma capacité financière, elle demandait une attention. Elle voulait qu'on entende la fragilité d'un objet chargé d'histoire. J'ai posé mon stylo, fermant un instant l'écart entre le confort de mes rituels et l'inconfort délicieux d'une demande inattendue. Bien sûr, ai-je répondu, avant de réfléchir. C'était la vérité la plus simple. Je pouvais et je devais. Lily, elle s'appelait Lily, a tendu le lapin, ses doigts encore humidifiés par la pluie. À côté d'elle, une toute petite fille jouait avec une chaussure vide, les yeux curieux, moins pressés. Rebecca, la mère, était pressée mais pas honteuse. Elle m'a salué d'un signe de tête qui contenait une fatigue que l'argent ne guérit pas. Je me rappelle, avant de vraiment agir, de cette petite phrase qui a sonné comme une fissure dans le sens commun. C'était notre dernier cadeau de papa. Ces mots, prononcés doucement par Lily, ont agi comme un point d'ancrage. Toute la situation s'est éclairée d'un coup. Ce n'était pas seulement un jouet. C'était une relique, un lien. Le lapin portait quelque chose d'irremplaçable, une mémoire collée sur du tissu et du coton. Le cœur de la fillette n'avait pas besoin d'un costume neuf pour un millionnaire. Il avait besoin qu'on respecte ce qui restait de son père. Je n'étais pas un homme de grande démonstration. Mon aisance venait par des décisions froidement calculées et par des murs que j'avais mis autour de ma vie. J'avais appris peu à peu à transformer toute situation en transaction. Mais ce matin-là, la transaction la plus évidente était humaine. Accompagner ce petit geste jusqu'à ce qu'il retrouve sa dignité. J'ai donc proposé de l'emmener chez la couturière du coin, Mrs. Chen, connue pour recoudre ce que les mains modernes ne savent plus réparer. Avant que nous partions, je me suis surpris à remettre mon téléphone dans la poche. Juste pour 1 heure. C'était un petit luxe que je m'accordais rarement, oublier l'urgence de mes propres affaires. Rebecca m'a suivi, tenant la main de Lily et portant Emma, la plus jeune, dans une écharpe. Elle m'a expliqué en économisant ses mots qu'elle cherchait du travail depuis que David... Indéfini. Elle m'a pas détaillé la façon dont il était parti, elle a juste laissé la phrase glisser sur la pluie. Elle avait choisi l'économie des détails, comme pour protéger son cœur encore blessé. J'ai respecté ce silence. La couturière tenait une boutique minuscule, pleine d'épingles, de fils et de morceaux de tissu qui parlaient d'histoires auxquelles on ne s'attend pas. Mrs. Chen était une femme aux mains rapides et aux yeux qui souriaient avant la bouche. Elle a accueilli Lily comme si elle attendait depuis longtemps la visite d'une cliente spéciale. Le fait que quelqu'un prenne le temps d'apporter un jouet cassé chez elle la faisait se redresser. Elle a posé Flopsy, c'était le nom que Lily a donné au lapin, sur son plan de travail, et a promis de faire au mieux. « Ça ne prend pas longtemps », a-t-elle dit. Elle a commencé à recoudre, avec une délicatesse qui a semblé réparer plus que du tissu. Elle recousait des morceaux d'esprit, de dignité, de mémoire. Pendant que Mrs. Chen travaillait, Rebecca et moi nous sommes assis dans la petite salle d'attente qui sentait le thé et la colle. La pluie tambourinait encore. J'ai écouté Rebecca parler, non de détails pratiques comme un dossier de candidature, mais de peur. Peur de ne pas pouvoir payer le loyer. Peur que les enfants oublient les histoires du père s'il n'y avait plus personne pour les raconter. On parlait d'horaires, de garde, des petites failles dans le quotidien qui se transforment en gouffres. Elle me livrait cela comme on donne une petite carte déchirée, sans phare, sans attente de pitié. Je lui ai demandé si elle avait un entretien ce matin-là. Elle m'a dit oui,
presque comme si la phrase était une lumière qui vacillait. Elle devait y aller après la réparation. Je lui ai proposé de la conduire. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai proposé. Peut-être parce que, pour la première fois de longtemps, l'option la plus facile n'était pas de clore la conversation et de retourner à mes chiffres. Peut-être parce que ma solitude m'avait rendu moins sourd. Sa reconnaissance a été brève et sans exagération. « Merci », a-t-elle dit, en plaçant une mèche rebelle derrière l'oreille d'Emma. Un merci simple, honnête. Un merci qui n'attendait rien en retour. Dans la voiture, Lily a pris place sur le siège arrière et a commencé à me raconter des choses que seuls les enfants racontent, des vérités minérales, des détails sans stratégie. Elle m'a parlé de son papa, de la façon dont il chantait une chanson quand il rentrait de son travail, de la couleur des bottes qu'il portait, des images qui semblaient tenir la maison droite. À un moment, elle a regardé par la fenêtre et m'a demandé si j'avais un papa qui chantait aussi. J'ai ri doucement, évitant ce que la question aurait pu réveiller. Mes fils, j'ai 2 garçons, éloignés par la logique des emplois et des transports et par ma propre absence, n'étaient pas un territoire que j'aimais exposer. Mais la question de Lily a humidifié une zone en moi. Je me suis surpris à imaginer le son d'une voix qui aurait pu me ramener. L'entretien s'est mal passé. Ce n'était pas spectaculaire, et il a simplement confirmé ce que Rebecca craignait. Il y avait des gens qu'on choisit pour des raisons qui ne s'alignent pas avec l'urgence d'une vie. Le responsable a été poli, mais distant. Les compétences sur le papier n'étaient pas tout. Rebecca est sortie le visage durci. Elle a pris 1 minute pour se recomposer, pour replier sa déception en un morceau à porter pour ses filles. J'ai attendu dans la voiture, sentant que mon rôle devait dépasser l'actualité. On m'avait appris à résoudre des problèmes par des solutions nettes, chèques, recommandations, portes ouvertes. Mais les cœurs ne suivent pas toujours ces chemins. Je l'ai invitée à déjeuner. Elle a hésité. Les conventions sociales imposent qu'une invitation entre inconnus porte souvent une ambiguïté de dette, mais je voulais simplement offrir une pause. Nous sommes allés dans un petit bistrot non loin de là, où la nourriture venait sans phare mais avec respect. Nous avons parlé sans appesantir. Lily a mangé un croissant en observant un monde qui lui semblait parfois trop grand. Emma a exploré les sous-sols d'un sac à main, trouvant des trésors miniatures qu'elle offrait avec la générosité de l'innocence. À un moment, devant un café trop amer et un morceau de tarte que l'on n'a pas fini, j'ai senti la nécessité de choisir. J'aurais pu donner de l'argent sous la table et la laisser partir avec une reconnaissance polie. J'aurais pu promettre des choses vagues. Je vais voir ce que je peux faire. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de plus effrayant pour moi. J'ai offert un travail. Pas une aumône déguisée en poste, mais une vraie proposition. J'ai dit à Rebecca que mon entreprise cherchait quelqu'un pour un poste d'assistante administrative. Rien de grandiose, un rôle concret, avec horaire compatible et la possibilité d'évolution. Ma voix a tremblé un peu, non parce que je doutais de la validité du geste, mais parce que je m'exposais à la nouveauté de faire confiance à une inconnue. Elle a regardé la table, puis mes mains, puis Lily, qui s'occupait d'un ruban commençant virevolter. Il y avait de la méfiance dans son regard, et aussi une prudente espérance qu'on n'apprend pas à fabriquer dans les écoles. « Je ne veux pas d'une faveur », a-t-elle dit. « Je veux un travail pour mes filles. » Sa dignité m'a atteint plus que son besoin. Nous avons parlé des modalités, des horaires, des possibilités de garde. J'ai promis d'appeler mon directeur immédiatement, de lui expliquer la situation sans enjoliver la réalité, parce que je ne voulais pas que ce geste soit un mensonge qu'on finirait par regretter. Il y a une différence entre sauver quelqu'un et lui offrir une main ferme et adéquate. J'ai choisi la seconde option. Pendant ce temps, Mrs. Chen achevait la réparation de Flopsy. Elle avait utilisé un fil solide, cousu avec un geste qui semblait à la fois expert et maternel. L'œil qui pendait a été remis en place, les oreilles ont été redressées et le ruban rose paraissait moins effiloché, comme s'il avait retrouvé un peu de promesse. Quand j'ai rendu le lapin à Lily, elle a pressé Flopsy contre sa poitrine, comme si elle reprenait un morceau de son histoire. « C'était notre dernier cadeau de papa », a-t-elle répété. Mais cette fois, les mots n'appartenaient plus seulement à une perte, ils devenaient aussi un pont pour continuer à parler de lui. Il y a eu un moment, un vrai moment, court comme un battement, où j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas une révélation théâtrale, c'était une attention qui s'est déployée, presque comme si quelque chose que j'avais mis de côté depuis des années retrouvait sa place. J'ai repensé à mes fils, à ces conversations manquées, à ces anniversaires transformés en rendez-vous d'affaires. La réparation du lapin n'était pas seulement un acte de gentillesse, c'était une leçon sur l'importance d'être présent, sans calcul. Les mois qui ont suivi n'ont pas été une suite de miracles. Rebecca a commencé à travailler chez nous, d'abord sur un poste temporaire, puis de façon plus stable. Elle est compétente, assidue, et l'humilité de son parcours l'a rendue précieuse au-delà de ses tâches. Nous avons arrangé des horaires pour qu'elle puisse aller chercher Lily et Emma après l'école. Les enfants ont trouvé un rythme nouveau.
Flopsy a été installée sur une étagère dans leur appartement. Pas un trophée, mais un compagnon. Pour moi, la transformation a été plus lente et plus subtile. J'ai commencé à accepter des invitations que je refusais auparavant, à aller voir mes fils au lieu d'attendre qu'ils se rendent disponibles, à écouter sans chercher à résoudre immédiatement. La relation n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain. Il a fallu des conversations mises bout à bout, des déplacements en voiture, des dîners parfois maladroits. Mais un fil s'est retissé. Nous avons appris à échanger des choses qui ne s'achètent pas, du temps, de la patience, des souvenirs partagés. Je culpabilisais moins et agissais plus. C'était un progrès modeste, mais réel. 3 ans plus tard, la vie n'était plus la même qu'avant cette matinée pluvieuse. Rebecca avait trouvé une stabilité qui lui permettait d'envisager des projets. Elle était devenue, au sein de l'équipe, une voix que l'on sollicitait, une présence qui allégeait les journées. Lily aimait désormais raconter son histoire de Flopsy à des camarades d'école, et parfois elle la racontait comme un conte, où un homme en costume s'était arrêté pour écouter. Les enfants ont grandi, et les petites victoires du quotidien se sont accumulées. Un bulletin scolaire, une fête d'anniversaire, une soirée où l'on rit sans penser aux factures. De mon côté, mes fils et moi avons appris à être réellement présents. J'ai compris que la richesse qui comptait n'était pas celle que l'on peut aligner sur des colonnes de chiffres, mais celle qui se construit autour d'une table, d'un repas partagé, d'un message envoyé sans arrière-pensée. Je n'ai pas voulu me dépeindre en sauveur, ce rôle m'aurait rendu mauvais service. J'ai simplement voulu dire que l'on peut se permettre, parfois, d'écouter au lieu d'acheter une consolation. Ce fut une leçon d'humilité, qu'un petit « oui » pouvait devenir l'amorce d'une longue réparation. Il y a des choses que l'argent facilite, certes. On peut payer des factures, ouvrir des portes, offrir une formation. Mais l'essentiel que réclamaient Rebecca et ses filles était d'abord la considération, la qualité d'une présence fidèle. Quand j'ai proposé de les accompagner, je n'ai pas cherché un retour spectaculaire. J'ai cherché à être digne de la confiance qu'elles mettaient dans une rencontre fortuite. Notre accord n'était pas un contrat d'exclusivité, c'était une promesse de respect quotidien. J'ai appris que la responsabilité pratique, tenir la parole, respecter les horaires, partager les décisions, vaut souvent plus qu'un geste ponctuel. Je me souviens d'une scène simple, quelques mois après l'embauche. Une journée grise, le même café, et Lily est passée me voir. Elle a pris Flopsy, et avec cette gravité qui appartient seulement aux enfants qui savent mesurer l'affection, elle m'a offert un dessin. Sur la feuille, on voyait un lapin avec des oreilles grandes ouvertes, un homme souriant, et 2 maisons côte à côte. « Merci », a-t-elle écrit maladroitement en bas. Le dessin n'avait aucune valeur monétaire, mais il valait plus que bien des contrats que j'ai signés. Je l'ai gardé, accroché sur un tableau au bureau, comme un rappel muet que ce qui compte n'est pas la taille du compte en banque, mais la capacité à soigner les petites choses. La vie continue d'avancer avec sa logique de complexité. Il y a eu des moments difficiles, des hésitations, des décisions que nous avons prises dans l'incertitude. Mais la présence a transformé la relation en une cohabitation de respect. Rebecca a conservé son autonomie, les filles ont gardé leur fougue, et j'ai appris à ne pas instrumentaliser la bonté. J'ai appris à dire non quand il le fallait, à offrir de façon responsable quand je le pouvais, et surtout à écouter avant d'agir. Si je pouvais revenir à ce matin de pluie, je ne ferais pas les choses différemment dans leurs grandes lignes. Peut-être que j'offrirais moins de mots et plus d'écoute, ou peut-être l'inverse. Ce que je sais, c'est que l'intervention la plus importante n'a pas été la somme d'argent ou le poste offert. C'était la décision de transformer une compassion passive en acte concret et durable. Dire oui à une demande apparemment anodine, réparer un jouet, a déclenché un enchaînement d'événements qui, avec le temps, a réparé un peu plus que du tissu. Je raconte cela non pas pour me glorifier, mais pour partager une évidence devenue personnelle. Il suffit parfois d'une petite disponibilité pour déclencher une grande chaîne de réparation. La compassion active, organisée et respectueuse n'est pas un luxe, c'est une responsabilité ordinaire. Toutes les situations ne se prêtent pas à une solution simple. Parfois, il faudra plus que du temps et une offre d'emploi. Mais commencer par écouter, par regarder la blessure et la traiter avec dignité, c'est déjà faire un pas. Avant de terminer, je veux dire une chose claire. Je ne prétends pas que mon geste a sauvé une famille d'une situation systémique complexe. Ce serait une arrogance. Ce que je peux affirmer, sans hésiter, c'est que notre rencontre a permis à des personnes de se reconnecter, de retrouver une stabilité relative, et à moi de recoller des morceaux perdus. C'est une victoire modeste, mais elle a produit des conséquences réelles. Une femme qui travaille, 2 enfants qui grandissent avec une mémoire chérie intacte, et un homme qui a réappris à répondre à une petite voix. Si vous êtes encore avec moi après cette histoire, et si elle vous touche ne serait-ce qu'un peu, je vous invite discrètement à vous abonner pour d'autres récits semblables, et surtout à réfléchir à un petit geste que vous pourriez faire aujourd'hui. Cela peut être prendre le temps d'écouter un voisin, d'accompagner quelqu'un à un rendez-vous, ou de réparer ce qui peut l'être avec vos propres mains.
On surestime parfois les grands actes et on sous-estime le pouvoir des petites réparations. Partagez, si vous le voulez, une histoire où un geste apparemment mineur a changé quelque chose pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Raconter, c'est multiplier la possibilité qu'un autre ose, à son tour, dire oui à une demande simple. Je ne vous promets pas de miracle, mais je vous encourage à être présent. Parfois, la réparation d'un jouet peut devenir le début